Bonjour à toutes et à tous. Voici donc notre troisième exercice corrigé du cours de dynamique des structures. Aujourd'hui, on va regarder un système à deux étages constitué de 4 poteaux et de 2 poutres, et on va supposer que les poutres sont infiniment rigides comparativement aux poteaux. On va ensuite regarder dans un premier temps quels sont les modes propres du système. Et dans un deuxième temps, on va ensuite calculer quels sont les efforts associés à un chargement sismique quand on considère qu'un seul mode de vibration, et ensuite quand on considère deux modes de vibration. Pour arriver à résoudre notre problème, on vous rappelle aussi le résultat suivant. Quand on a un poteau qui est encastré et avec une glissière en partie haute, ce qui correspond à la configuration en fait de nos poteaux à la fois au niveau des planchers et au niveau de l'encastrement en pied du bâtiment. Quand on applique une charge Fx en partie haute, on crée un déplacement Ux, et on trouve la relation suivante entre Fx et Ux, qui est que Fx est égal à 12EI sur h³ fois Ux. On va appeler 12EI sur h³ la raideur latérale de notre système, qui sera notre raideur unitaire pour chaque poteau, qu'on va appeler Kx. Il nous est demandé dans l'exercice de déterminer les fréquences propres et les modes propres du système. Il faut donc qu'on détermine les matrices de masse et les matrices de raideur du système. Pour cela, on va avoir deux méthodes. Une méthode directe que je vais vous présenter, et ensuite une méthode d'assemblage de matrices de raideur unitaire que je vais vous présenter dans un deuxième temps. Pour la méthode directe, on va utiliser l'élément suivant, c'est que quand on prend une matrice de raideur, qu'on la multiplie par nos déplacements U1 et U2, en fait ça va être équivalent aux efforts qui sont appliqués au niveau de chacun des planchers. Donc là par exemple, quand on a notre système, à chaque fois qu'on va appliquer un effort F1 et F2 au niveau de nos planchers, ça va nous créer des déplacements U1 et U2. Et ce qui permet de relier les deux, c'est la matrice de raideur K. Nous, on va l'utiliser dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va appliquer un déplacement imposé. Par exemple, U1 est égal à 1, puis ensuite U2 est égal à 0. Ça va nous permettre de déterminer les premiers paramètres de la matrice de raideur en déterminant les efforts qu'il faut appliquer pour pouvoir stabiliser notre système. Là, notre matrice de raideur K, je vous la redonne, c'est K11, K12, K12, puisque la matrice est symétrique, et K22. Et donc, c'est à partir de l'application de ces déplacements unitaires imposés et du calcul des efforts qui sont nécessaires pour créer ces déplacements qu'on va pouvoir déterminer les coefficients K1, K12 et K22. On s'intéresse au déplacement unitaire de U1 et on bloque U2 à 0. Et là, on va s'intéresser à quel effort est nécessaire pour appliquer ce déplacement unitaire. Pour appliquer ce déplacement unitaire, on voit qu'on a 4 fois la raideur des poteaux qui rentre en ligne de compte. Donc l'effort qui est nécessaire pour créer ce déplacement-là, c'est un effort qui vaut 4 fois les raideurs unitaires de chaque poteau. Au niveau de la réaction d'appui, là on a 2 poteaux. Ce qui est donc nécessaire, c'est d'appliquer un effort de 2kx vers la gauche. Et pour maintenir un déplacement nul au niveau de la deuxième passe, on doit appliquer un effort de 2kx en partie haute. Ça nous permet d'écrire la chose suivante. On a notre matrice de raideur. Les déplacements qu'on a imposés, c'est 1, 0. Et les efforts qu'on a dû imposer pour les obtenir, c'est 4kx moins 2kx. Ça nous permet d'obtenir les coefficients K11 et K12 de la manière suivante. On trouve que K11 est égal à 4kx et K12 est égal à moins 2kx. De la même manière, quand on impose un déplacement unitaire au niveau de la masse 2 et qu'on bloque la masse 1, on regarde quels sont les efforts qui sont nécessaires pour pouvoir déterminer les coefficients K12 et K22. Pour cela, les efforts qui sont nécessaires, comme on a 2 poteaux, on doit appliquer un effort unitaire au niveau de la masse 2 de 2kx vers la droite.
Et pour arriver à stabiliser le système, on doit imposer un effort de 2kx vers la gauche au niveau de la masse 1. On voit que la somme des forces est égale à 0, que notre système est bien à l'équilibre. Ça correspond au calcul suivant pour nos coefficients. On a imposé un déplacement de 0 sur la masse 1, un déplacement unitaire sur la masse 2, et les efforts qui sont imposés, c'est de moins 2kx sur la masse 1 et de 2kx sur la masse 2. On en déduit que K12 est égal à moins 2kx, exactement ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, et que K de 2 est égal à 2kx. Tout cela nous permet d'écrire la matrice de raideur K sous cette forme-là, 2kx comme en facteur, 2, moins 1, moins 1, 1. Ça correspond donc à la matrice de raideur. Il nous faut maintenant déterminer la matrice de masse. Donc, comme vous avez pu le voir lors de la dernière correction d'exercice, bien souvent on a une matrice de masse qui est diagonale, pour peu qu'on ait les degrés de liberté qui soient positionnés au niveau des masses ponctuelles. Donc on est exactement dans cette configuration-là. On a une masse ponctuelle M associée au degré de liberté U1, une masse ponctuelle M associée au degré de liberté U2. On retrouve donc une matrice de masse diagonale avec les coefficients diagonaux qui sont égaux à M. La deuxième méthode pour arriver à déterminer la matrice de raideur, c'est de regarder en fait des raideurs individuelles de ressorts. Chaque poteau, on est capable de le modéliser par un ressort de raideur Kx sur la base des hypothèses qu'on vous a données, c'est-à-dire pas de rotation au niveau des planchers parce que les planchers sont supposés infiniment rigides. Donc ça correspond en fait à 4 ressorts qui fonctionnent en translation horizontale. Chacun de ces ressorts peut être modélisé de la manière suivante. On a un ressort avec une raideur K et un déplacement à ses extrémités qui va valoir UA à sa première extrémité, UB à son autre extrémité. Il fait que le système soit à l'équilibre, il subit un effort de part et d'autre qui vaut F. Quand on écrit la relation entre l'effort F et les déplacements UA et UB, on trouve que F est égal à K UB moins UA. Ce système-là, on va être capable de l'écrire sous forme de matrice de la manière suivante. K moins K moins K, K, facteur de UA, UB, UA, est égal à F moins F. Ce système-là nous permet d'écrire ainsi la raideur du système. On a là une matrice de raideur individuelle qui correspond à la raideur d'un ressort. Et c'est cette matrice individuelle dont on va se servir pour assembler notre système en fonction des extrémités de notre ressort, ici UB et UA. Mais là, on le verra, ça va être U1 et l'encastrement, ou bien alors U2 et U1, les deux extrémités. Et ça va nous permettre de déterminer quelle est la matrice de raideur totale de notre système. Alors maintenant qu'on a nos matrices de raideur individuelles de chaque ressort, il va falloir les assembler. Pour arriver à faire ça, on introduit un nouveau degré de liberté qui est U0, qui correspond au déplacement au niveau de l'encastrement. Il se trouve que ce déplacement sera égal à 0, mais ça nous permet ensuite d'assembler plus facilement les matrices de raideur individuelles. Ces matrices de raideur individuelles, je les ai représentées en vert pour les poteaux qui relient U1 et U0, et en rouge pour les poteaux qui relient U2 et U1. On va commencer par assembler un premier poteau vert, et donc ça relie U0 et U1. Pour cela, on a notre matrice de raideur individuelle qui est K moins K moins K, K, qui correspond à un des poteaux. On voit que ce poteau relie U0 et U1. J'ai un deuxième poteau qui relie U0 et U1, et en fait je vais additionner mes matrices de raideur individuelles. Donc je viens additionner la matrice de raideur correspondant au deuxième poteau. Là, j'ai bien relié les deux poteaux du bas. Maintenant, je viens rajouter la matrice de raideur des poteaux du haut qui relient U1 et U2. Donc là, je vais m'intéresser à ce qui relie U1 et U2, et donc cette partie-là de la matrice de raideur. J'ai un premier poteau qui relie U1 et U2, donc je viens additionner ma matrice de raideur individuelle d'un poteau,
Et je fais la même chose pour le dernier poteau. Tout ça me permet d'avoir une matrice de raideur 3, 3 qui est totalement assemblée à partir des matrices de raideur individuelles. Là maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est retirer le degré de liberté qui correspond à l'encastrement, puisque son déplacement est toujours nul. Donc si je retranche U0, tout ce qui est associé à U0 est supprimé, et je retrouve ici ma matrice de raideur qui correspond à K est égal, et je vais mettre les raideurs en facteur, K facteur de 4, moins 2, moins 2, 2. On retrouve exactement la même matrice de raideur que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors juste, je vais utiliser la notation K pour simplifier ça. Il correspond bien entendu à Kx, la raideur qu'on avait pour un déplacement imposé en tête d'un poteau encastré glissière. Alors, là maintenant, on va devoir calculer les pulsations propres du système. Pour cela, on doit résoudre l'équation suivante, déterminant de la matrice de raideur moins la matrice de masse fois oméga carré est égal à 0. Comme la matrice de masse et la matrice de raideur sont des matrices 2,2, il va falloir calculer deux valeurs de pulsation propre, oméga 1 et oméga 2. Vous avez vu la semaine dernière comment est-ce qu'on passait de cette équation-là pour déterminer les pulsations propres à cette équation-là, c'est-à-dire en utilisant le déterminant de m-1k moins oméga carré fois la matrice identité est égal à 0. Je vous rappelle ici la valeur de m-1k, qui est donc une matrice simplifiée, et on va pouvoir passer en fait de cette équation-là à cette équation-là, qui est l'équation la plus simple qu'on peut avoir à résoudre, en introduisant non pas oméga carré, mais une pulsation qui est lambda. Et en fait, on va avoir une relation entre lambda et oméga carré, qui est la suivante. Oméga carré est égal à 2kx sur m fois lambda. Et en fait, lambda, ça va correspondre à une pulsation propre adimensionnelle. Et ensuite, on multiplie par le terme qui donne la dimension de pulsation, qui est donc 2kx sur m, pour trouver la pulsation au carré. On passe maintenant au calcul des valeurs propres adimensionnelles, qui sont donc les valeurs lambda. Vous avez ici l'écriture du déterminant de la matrice adimensionnelle et de moins lambda identité. Ce déterminant s'écrit sous cette forme-là, c'est un polynôme de degré 2, dont on va devoir trouver les racines. Pour cela, on calcule delta, qui est égal à b carré moins 4ac, donc 9, moins 4 fois 1 fois 1. On trouve donc que delta est égal à 5, et les solutions sont donc lambda 1 est égal à moins b moins racine de 5 sur 2, et lambda 2, qui est égal à 3 plus racine de 5 sur 2. Ça nous donne donc lambda 1 et lambda 2, qu'on va pouvoir convertir en utilisant cette équation-là en oméga 1 et oméga 2. On trouve donc oméga 1 et oméga 2, qui ont donc ces deux expressions-là. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de les convertir en périodes propres, ce qui nous permet de plus facilement identifier leurs valeurs, puisque c'est assez difficile de raisonner juste sur des radians par seconde. Pour cela, on se sert de la relation suivante, qui est que la période est égale à 2π sur oméga. Une fois qu'on fait ça et qu'on l'applique pour les valeurs de oméga 1 et oméga 2, ça nous permet de trouver T1 et T2, qui sont les périodes propres du système. Pour cela, on trouve que T1 a à peu près l'ordre de grandeur de 0,65 secondes et que T2 a un ordre de grandeur de 0,25 secondes. Alors les modes propres qu'on a déterminés juste avant, on est capable de les résumer sur ce tableau-là. Donc là, on a la déformée du mode propre, numéro 1, et pareil pour le numéro 2. On les classe bien par fréquence croissante, donc par période décroissante. Ça, c'est bien le mode propre numéro 1, et là, le mode propre numéro 2. Une autre manière de l'identifier, c'est que quand on prend les valeurs de la déformée, on est capable de les représenter graphiquement. Donc on se fixe ici une référence, on prend un déplacement unitaire pour la masse 1,
Et là, on voit qu'on a un déplacement qui est de l'ordre de 1,62, donc qui est plus important. On voit cette déformée, elle se déplace toujours du même côté. C'est ce qu'on appelle une déformée à un ventre. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les premiers modes propres. C'est des déformées avec des formes simples. Sur le deuxième mode propre, ce qu'on voit, c'est que la déformée, en reprenant exactement la même méthode, c'est-à-dire ici on a un déplacement qui vaut 1 comme là, et pour le deuxième coefficient, on a un déplacement qui est négatif, qui vaut à peu près moins 1,3. On voit, on est en capacité de voir apparaître deux ventres. C'est une déformée qui est plus complexe, et donc ça correspond au deuxième mode propre de vibration. Un mode propre à plus haute fréquence, donc plus basse période. Pour calculer les modes propres phi, on va donc résoudre cette équation-là, qui se traduit au niveau de l'équation adimensionnelle, avec exactement le même mode propre phi i qu'on a remplacé par ses coordonnées AI et BI par cette expression-là. Et on utilisera les lambda i qui sont donc les pulsations propres adimensionnelles. Pour ça, donc sur le premier mode propre, on obtient cette équation-là à résoudre. 2 moins 3 moins racine de 5 sur 2 moins 1 moins 1. 1 moins 3 moins racine de 5 sur 2 fois A1 B1 est égal à 0, 0. Il se trouve que comme on a un système qui est non inversible, on n'a pas besoin de déterminer, on ne peut pas déterminer les deux coefficients A1 et B1 de manière indépendante. Ils sont linéairement liés, et donc il suffit de résoudre la première ligne d'équation pour qu'on soit en capacité de trouver le bon résultat. Et donc on va trouver, en résolvant la première équation, B1 est égal à 1 plus racine de 5 sur 2 fois A1. Et donc tout cela sera vrai avec un coefficient près. Il faut qu'on choisisse la valeur de A1. Et par exemple, on va choisir A1 est égal à 1, ce qui nous donne phi1 est égal à 1, 1 plus racine de 5 sur 2. On passe maintenant au second mode propre. Donc là, on a la même équation à résoudre, sauf qu'on va avoir 3 plus racine de 5 sur 2, moins 1, 2, moins 3 plus racine de 5 sur 2, facteur de A2, B2 est égal à 0, 0. Là, pareil, quand on résout notre système, on va trouver B2 est égal à 1 moins racine de 5 sur 2 fois A2. À nouveau, tout ça est déterminé à une constante près, à un coefficient multiplicateur près. On va prendre par exemple A2 est égal à 1, et on trouve donc phi2 est égal à 1, facteur de 1 moins racine de 5 sur 2. On trouve donc nos deux vecteurs propres. Maintenant, on va calculer ce qui est demandé dans l'exercice, c'est-à-dire de déterminer les masses généralisées, les coefficients de participation et les masses modales effectives. D'abord, je vais vous rappeler les définitions du cours. On commentera ensuite rapidement en quoi la normalisation des vecteurs propres, des modes propres, peut impacter ces résultats. Et on verra que, in fine, seule la masse modale effective peut être simplement analysée pour représenter quelle est la masse embarquée par chacun des modes de vibration. Donc, tout d'abord, on va commencer par la masse généralisée. Sa définition est la suivante. Donc la masse généralisée du mode I est donnée par la transposée de phi I m phi I. Donc ça, c'est donc la masse généralisée. Ensuite, on a le coefficient de participation.
Sa définition est la suivante. On le nomme QI, qui est donc le coefficient de participation du mode I. Ça va être transposé de phi I M et un vecteur identité divisé par la masse généralisée MI. Et ensuite, on a la masse modale effective. Et donc, la définition de cette masse modale effective, c'est donc petit ami étoile est égal à la transposée de phi I M fois le vecteur identité, le tout au carré, divisé par la masse modale MI, par la masse généralisée MI. Donc on trouve trois définitions. Et alors ce qui est très important dans ces définitions, c'est que les vecteurs propres, donc les modes propres, ici phi I, peuvent avoir différentes normalisations. Si on considère que la normalisation de chacun des vecteurs est par exemple proportionnelle à grand A. On prend la norme, on va dire qu'elle est proportionnelle à grand A. Ce qu'on peut voir, c'est que la masse modale généralisée, globalement, elle va être proportionnelle à grand A carré. C'est-à-dire qu'en fonction de la norme qu'on va considérer pour chacun de nos modes propres, on n'aura pas la même masse généralisée. Si on regarde maintenant le coefficient de participation, au numérateur, ça va être proportionnel à grand A. Au dénominateur, c'est une masse généralisée, donc c'est proportionnel à grand A au carré. Et on va trouver que ça va être globalement proportionnel à 1 sur A. Donc à nouveau, la normalisation du mode propre aura un impact sur la valeur du coefficient de participation. Enfin, la masse modale effective, le numérateur va être proportionnel à grand A au carré, le dénominateur va être proportionnel à grand A au carré. On aura quelque chose qui globalement sera indépendant de la normalisation des vecteurs. C'est pour ça que quand on fait une analyse a priori de quelle est la masse qui est embarquée dans chaque mode de vibration, on va raisonner en termes de masse modale effective pour être indépendant du coefficient de normalisation qu'on a pu prendre pour le mode propre. Alors quand on applique les formules qu'on a vues juste avant sur les masses généralisées, les coefficients de participation et les masses modales effectives, on est en capacité de voir apparaître ces valeurs-là. Alors on peut les commenter rapidement. On voit que ici les masses généralisées ont des valeurs où quand on les somme, on dépasse la masse totale du système. Et ça se justifie par le fait que ça dépend de la normalisation qui a été choisie et que donc ça n'est pas indépendant de la normalisation du mode propre, ce qui nous donne donc une valeur qui n'est pas représentative de la réalité. Au niveau du coefficient de participation, il se trouve que là, de manière assez étonnante, on trouve exactement la masse totale du système, mais on l'a vu tout à l'heure, ça dépend de la normalisation qui a été choisie. Il se trouve que là, on a pris la bonne normalisation pour trouver la masse totale du système, mais ça n'est pas toujours le cas. Il se trouve que ce coefficient de participation sera souvent multiplié ensuite à un vecteur propre pour déterminer les efforts sismiques liés aux accélérations du sol, et c'est ce qu'on verra dans les questions suivantes. Donc pour l'instant, on le garde de côté. Maintenant, il nous reste la masse modale effective qui, elle, ne dépend pas de la normalisation qui a été choisie pour les modes propres, et on retrouve bien que la somme des deux masses modales effectives correspond bien à la masse totale du système. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que le mode propre numéro 1 a une masse modale effective bien plus élevée que la masse modale effective du mode propre 2. Ça, c'est lié au fait suivant. On a une déformée qui ressemble à peu près à ça sur le premier mode propre. Sur le deuxième mode propre, on a quelque chose qui ressemble plutôt à ça. La masse modale effective,
vient quantifier quelle est la masse participative du mode propre en cas d'accélération sismique. L'accélération sismique est une accélération qui est homogène et qui va dans la même direction. Ce qu'on voit, c'est que chacune des masses dans le mode propre numéro 1 est alignée avec la sollicitation sismique. Donc elle va aller dans le sens du mouvement. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de masse qui est embarquée dans le cas d'une accélération sismique pour le mode propre numéro 1. Pour le mode propre numéro 2, en l'occurrence, comme on va avoir la masse 1 qui vibre vers la droite en même temps que la masse 2 vibre vers la gauche, quand on vient projeter l'accélération sismique sur la déformée, on se rend compte qu'on a des valeurs qui sont très faibles. Et ça, c'est directement lié au fait qu'on ait un mode propre à deux ventres, avec un ventre qui va vers la gauche, l'autre qui va vers la droite. C'est la raison pour laquelle, in fine, quand on regarde la contribution à l'accélération sismique, on a une valeur qui est très faible de masse modale effective. On passe maintenant à la partie 2 de l'exercice qui va être de calculer les efforts dans la structure liés à l'accélération sismique. Pour cela, on utilise les spectres de réponse élastiques du système que vous avez vu en cours, qui existent sur différents formats, qui peuvent être les spectres de réponse élastique en déplacement, en vitesse ou en pseudo-accélération. Il se trouve qu'au niveau de la réglementation, donc là on vous a donné la réglementation PS92, qui sont des règles qui ont été établies en 1992, qui ont servi pour ensuite définir les règles de l'Eurocode. Ils sont un tout petit peu plus complexes, mais en tout cas, tout ça est décrit dans un arrêté qui donne les accélérations sismiques à considérer en pseudo-accélération. Ils sont toujours définis de la même manière, c'est-à-dire qu'au niveau de l'axe des abscisses, on a la période, et sur l'axe des ordonnaires, on a la pseudo-accélération. On a ensuite ce spectre qui est découpé en 4 parties. Une première partie qui est linéaire, une partie constante, une partie en 1 sur la période et une partie en 1 sur la période au carré. Ces valeurs sont définies dans le tableau qu'on vous a donné dans l'énoncé, mais si vous regardez ensuite l'arrêté qui définit les accélérations sismiques à prendre en compte, c'est exactement la même chose. Donc là, en l'occurrence, comment se lit ce tableau-là? Vous devez considérer pour chacune des périodes propres, vous regardez sur quelle partie de la courbe vous êtes, et vous appliquez ensuite les équations. En l'occurrence, sur le premier mode propre, la pseudo-accélération qu'on peut lire, on l'a sur le tronçon CD. Et l'équation qu'on vous demande de considérer sur ce tronçon-là, pour l'accélération du mode propre numéro 1, on va considérer donc 2,5 comme accélération de plancher, on multiplie par la valeur Rm qu'on vous a donnée, et ensuite il faut prendre le ratio Tc sur la période propre du mode numéro 1. Quand vous faites ça, vous arrivez à 2,89 mètres par seconde au carré. On va faire la même chose, quand bien même ça correspond à la troisième question de votre exercice. On va calculer tout de suite l'accélération du mode propre numéro 2. Sur le mode propre numéro 2, en l'occurrence, avec une période de 0,25 secondes, on se trouve sur le tronçon BC, c'est-à-dire le tronçon constant, et donc la valeur est directement 2,5 Rm. Et en l'occurrence, quand on fait le calcul, ça nous donne 6,25 mètres secondes au carré. Pour calculer la réponse sismique du mode 1, on va appliquer les formules qui sont dans votre polycopier, mais avec une certaine explication. Donc dans un premier temps, on va pouvoir calculer quel est le vecteur de déplacement du premier mode propre, ce qui correspond en fait à la réponse sismique associée au premier mode en prenant le spectre PS92 qu'on a considéré actuellement. Il se trouve que cette déformée, donc ce vecteur de déplacement associé au premier mode, s'écrit de la manière suivante. On va l'appeler U1. Et ça correspond en fait à l'accélération du mode 1 obtenue par les spectres, divisé par la fréquence propre au carré,
enfin par la pulsation propre au carré, et ça, on le multiplie par le coefficient de participation et par le premier mode. Si jamais vous regardez bien cette équation-là, si vous vous rappelez que le coefficient de participation, il était proportionnel à 1 sur la valeur de la normalisation du mode propre. Et là, comme on le multiplie par le mode propre, vous voyez que tout ça n'est plus lié à la normalisation que vous avez faite du mode propre, et donc vous trouvez un résultat qui ne dépend pas de la normalisation du mode propre que vous avez fait, ce qui est un résultat plutôt intéressant. Et donc, quand on prend ça, donc l'accélération divisée par la pulsation au carré, coefficient de participation fois le mode propre, on obtient donc le déplacement, le vecteur de déplacement associé au premier mode pour l'accélération sismique considérée. Et si on fait application numérique, on trouve 2,25 cm pour le déplacement de la première masse, 2,25 cm pour le déplacement de la première masse, et pour la deuxième masse, 3,66 cm. On retrouve en fait la même proportionnalité de déplacement entre la première masse et la deuxième masse que ce qu'on avait sur le mode propre, puisque là on a un coefficient qui est directement appliqué sur le mode propre. Et on voit que c'est des déplacements de l'ordre du centimètre. De la même manière, on va calculer les forces statiques équivalentes associées au chargement sismique. Donc ça correspond à des efforts extérieurs qui pourraient être appliqués sur la structure de manière statique, qui correspondra en fait à l'accélération sismique. La définition de ces forces statiques équivalentes est la suivante. On va les nommer par exemple Fdim1 pour les forces statiques équivalentes du premier mode propre. Ça va correspondre donc à l'accélération sismique A1, le coefficient de participation Q1 qu'on avait, et comme là, la masse rentre en ligne de compte, on vient multiplier ça par la matrice de masse fois le vecteur propre. En l'occurrence, là, à nouveau, c'est un système qui ne dépend pas de la normalisation du mode propre qu'on a considéré, parce qu'on a Q qui est en 1 sur cette normalisation, et ici on a le mode propre qui apparaît, et donc ça vient annuler cette normalisation. Et on se retrouve avec la valeur suivante, A1 facteur de 0,73 fois la masse, et ici 1,17 fois la masse. Ces efforts correspondent à des efforts statiques équivalents, c'est-à-dire que quand on a notre portique qui est là, il faut considérer qu'on a un effort appliqué sur la première masse qui correspond à 0,73 m fois A1, qui est appliqué ici, et sur la deuxième masse, on a un effort statique équivalent qui correspond à 1,17 m fois A1, qui est appliqué sur la deuxième masse. Ça correspond à des efforts statiques équivalents. Et donc, on peut faire le dimensionnement statique de notre structure soumis à ces efforts-là. C'est ce qu'on va voir juste après. Alors, on est capable maintenant de résumer les calculs qu'on a obtenus jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les efforts statiques équivalents au chargement sismique. C'est donc l'effort appliqué sur la première masse que j'ai noté F11 qui vaut 0,73 MAI et l'effort F12 qui est donc l'effort d'accélération sismique en considérant uniquement le premier mode propre sur la masse 2 qui est de 1,17 MAI. Ces efforts statiques équivalents doivent être considérés exactement comme des efforts statiques standards, c'est-à-dire que là vous vous référez à votre cours de mécanique des structures. Vous avez deux efforts extérieurs qui sont appliqués, et ces deux efforts extérieurs sont compensés par un effort de réaction qui est exactement l'opposé de ces deux vecteurs-là. C'est-à-dire que vous prenez moins l'effort F12 moins l'effort F11, et ça va donc être cet effort de réaction qui vient compenser les deux efforts extérieurs. Si vous faites la somme des deux, vous trouvez que ça vaut moins 1,9 MAI. Deuxième point, là on regarde deux poteaux porteurs. Ça veut donc dire que les efforts vont se répartir équitablement dans chacun des deux poteaux. C'est-à-dire que les efforts extérieurs s'appliquent pour moitié sur le poteau de gauche et pour moitié sur le poteau de droite.
Une fois que vous avez ces efforts-là, vous savez donc quels sont les efforts tranchants et les moments de flexion qui vont avoir lieu. Pour l'effort tranchant, vous trouvez tout de suite le diagramme d'effort tranchant qui est à peu près cette forme-là. D'accord, avec les petits logos qui sont ceux-là. Il nous reste maintenant à déterminer quelles sont les valeurs de ces efforts tranchants dimensionnants. En l'occurrence ici, c'est donc F11 plus F12 divisé par 2. D'accord, ça correspond à l'effort total de réaction réparti sur les deux poteaux. Et ici, sur cette partie-là, vous avez comme valeur d'effort tranchant de dimensionnement F12 divisé par 2. C'est donc l'effort appliqué sur la deuxième masse divisé par 2 parce qu'on a deux poteaux. Maintenant, si on passe au moment de flexion, alors il y a une petite subtilité, c'est que la structure qu'on considère est une structure hyperstatique. Alors, on pourrait faire comme dans le cours de mécanique des structures, c'est-à-dire recalculer tous les efforts intérieurs, utiliser la méthode des déplacements ou la méthode des forces pour calculer cette structure hyperstatique. C'est pas du tout l'objet de ce cours, et donc on va plutôt se servir de résultats qui sont supposés connus. Là, en l'occurrence, comme on a une structure qui est encastrée en pied et qui correspond à des glissières au niveau de chacun de nos planchers, on peut se rendre compte qu'en fait le moment est symétrique par rapport à la mi-hauteur du poteau. On va avoir un moment qui va être positif en partie basse, négatif en partie haute, et qui va s'annuler à mi-hauteur de chacun des poteaux. Par ailleurs, la pente de ce moment va correspondre exactement à la valeur de l'effort tranchant. Donc on se retrouve avec des moments de flexion qui vont avoir cette forme-là. Sur chacun de nos poteaux. Étant donné qu'on se sert du résultat qu'on a une valeur de moment de flexion qui vaut 0 à mi-hauteur, qu'on connaît la valeur de la pente, on est en capacité de connaître les valeurs maximales du moment. En effet, sur cette hauteur h sur 2, on a une pente qui vaut f11 plus f12 divisé par 2, et donc on est en capacité de déterminer le moment de dimensionnement ici, qui va valoir donc f11, f12 plus f11 divisé par 2, le tout multiplié par une hauteur h sur 2. De la même manière, ici, le moment de dimensionnement va correspondre donc à la valeur de l'effort tranchant, f12 divisé par 2, fois la hauteur, la demi-hauteur, h sur 2. Et on a donc nos deux moments de dimensionnement sur le poteau du bas et le poteau du haut. On est en capacité de voir que c'est le poteau du bas qui est le plus chargé, étant donné qu'il a à la fois la plus forte valeur d'effort tranchant, mais aussi la plus forte valeur de moment de flexion. Donc de ça, on déduit une valeur du moment dimensionnant qui est égale à 148 kN/m. Et une contrainte de cisaillement max. Donc pareil, on vous demande de supposer le résultat qui est donc 1,5 fois l'effort tranchant maximal divisé par la section. En l'occurrence, si vous appliquez les valeurs qui sont données dans l'énoncé, vous trouvez une contrainte de 2,38 MPa. Alors, ces éléments correspondent au dimensionnement en ne considérant que le premier mode propre. C'est une hypothèse qu'on fait assez classiquement, surtout quand on a une masse modale effective du premier mode propre qui correspond à la très grosse majorité de la masse totale de la structure. Là, l'idée, c'est que dans la dernière partie de l'exercice, on va considérer les deux modes propres, c'est-à-dire qu'on va refaire la même chose sur le mode propre numéro 2, et on va regarder ensuite ce qu'on obtient quand on combine les deux résultats.
c'est-à-dire quand on combine le premier mode propre et le deuxième mode propre. On considère maintenant le mode propre 2 tout seul. On a donc une accélération qui correspond au plateau du spectre de réponse élastique en accélération qu'on a calculé tout à l'heure, qui était petit a2. Là, on est en capacité d'obtenir le vecteur de déplacement pour le deuxième mode propre en utilisant exactement la même équation, mais maintenant en l'appliquant au mode 2. Donc ça correspond donc à un déplacement du deuxième mode propre sous chargement sismique qui correspond à l'accélération modale divisé par la pulsation au carré, ω2 au carré, multiplié par le coefficient de participation Q2 et multiplié par le mode propre φ2. Lorsqu'on fait ce calcul-là, on trouve un déplacement qui vaut moins 0,17 cm pour la première masse et 0,27 cm pour la deuxième masse. À nouveau, c'est logique de trouver un déplacement qui soit proportionnel au déplacement qu'on a à la forme du mode propre. Au niveau des efforts statiques équivalents, on va avoir donc un vecteur d'effort statique équivalent correspondant au mode 2, qui a exactement la même équation que ce qu'on avait, c'est-à-dire l'accélération correspondant au mode propre 2, le coefficient de participation Q2, la matrice de masse, fois le mode propre φ2. En l'occurrence, on trouve A2 facteur 2 moins 0,17 fois la masse et 0,28 fois la masse. On voit qu'on a globalement des efforts qui sont 10 fois moins importants que ce qu'on avait trouvé pour le mode numéro 1. En l'occurrence, là, ce qu'il va falloir qu'on regarde, c'est que quand on fait une étude de type spectre de réponse, on regarde la réponse maximale du système. Or, ces réponses maximales du système pour le mode 1 et pour le mode 2 n'ont pas lieu au même instant du séisme. Et donc, quand on va combiner ces efforts statiques équivalents, on ne va pas additionner les efforts statiques du mode 1 avec les efforts statiques du mode 2. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une étude de probabilité, et en l'occurrence, comme on a des maximums qui sont statistiquement indépendants, on considère que la réponse qu'on obtient va correspondre en fait à une combinaison quadratique des efforts maximum de dimensionnement. De la même manière, on va supposer aussi que le déplacement total correspondant au mode 1 et au mode 2 ne va pas être la somme des deux déplacements maximum, mais ça va être le déplacement maximum correspondant à la combinaison quadratique des deux déplacements. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour être en capacité de déterminer quel est le déplacement en tête de la structure correspondant au mode de réponse des deux modes, donc du mode 1 et du mode 2. Et on va ensuite calculer quel est l'effort tranchant correspondant à la prise en compte des modes 1 et des modes 2, donc l'effort tranchant dimensionnant. Et ça nous permettra d'en déduire le dimensionnement de la structure quand on combine les deux modes. Donc pour calculer l'effort tranchant en pied de structure correspondant aux deux modes propres, donc au mode propre 1 et au mode propre 2. On calcule les efforts tranchants en pied du mode propre 1, que j'ai appelé Vmax 1, qui correspond donc à la somme des deux efforts statiques équivalents, celui appliqué sur la masse 1 et sur la masse 2, lorsqu'on ne considère que le mode 1. On trouve un effort résultant de 198 kN. La même chose pour l'effort tranchant en pied, en ne considérant que le mode propre 2, on vient additionner ce qui est appliqué au niveau de la masse 2 et de la masse 1. Attention, pour le deuxième mode propre, les déplacements ont lieu dans des sens opposés, donc on a des efforts statiques extérieurs qui sont de signe opposé, et donc la combinaison totale nous donne une valeur de 22,5 kN. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste à l'instant, quand on considère les deux modes propres,
on ne peut pas supposer que les maximums ont lieu exactement au même instant. C'est deux événements qui sont statistiquement indépendants. Et donc, les règles statistiques montrent qu'on va considérer une réponse équivalente correspondant au maximum statistiquement probable de ces deux signaux indépendants, qui va correspondre à V 1 plus 2, qui est donc la racine carrée de la somme des carrés. Quand on fait l'application numérique avec les valeurs qu'on a trouvées, on trouve 199,3 kN. Il se trouve que c'est une valeur qui est extrêmement proche de ce qu'on avait en ne considérant que le premier mode propre. On trouve un écart qui est de l'ordre de 1%, ce qui est extrêmement faible. Et pour le coup, c'est assez logique parce que on avait une masse modale effective du premier mode propre qui représentait 95% de la masse totale et donc qui simulait très très bien le déplacement total de ce système. Et donc c'est assez logique qu'en considérant un mode propre qui représente 95% de la masse oscillante du système, on soit aussi proche du résultat définitif. Et vous voyez que c'est beaucoup moins laborieux en termes de calcul, et donc quand on va obtenir des modes propres qui représentent suffisamment de masse, on va tronquer ensuite le calcul en ne considérant que les premiers modes propres jusqu'à ce qu'on ait de l'ordre de 90% de la masse totale. Si jamais on a moins de 90% de la masse totale et qu'on veut limiter le temps de calcul, il existe d'autres méthodes avancées qui sont présentées dans votre poly. Donc pour le déplacement en tête de structure, c'est exactement la même chose. On va regarder quel est le déplacement de la masse 2, c'est-à-dire celle qui est au sommet de notre portique, en ne considérant que le mode propre 1 d'abord, puis ensuite en ne considérant que le mode propre 2 dans un deuxième temps. En ne prenant que le mode propre 1, on avait trouvé 3,66 cm. En considérant que le mode propre 2, on avait trouvé un déplacement de la masse M2 de 0,27 cm. À nouveau, les déplacements maximums calculés par la méthode spectrale ne sont statistiquement indépendants et donc n'ont pas lieu au même instant. Et donc pour avoir une estimation réaliste du déplacement correspondant à la prise en compte des deux modes, il faut faire une somme quadratique. On trouve donc un déplacement de la masse 2 en considérant les modes propres 1 et 2, qui est égal donc à la racine carrée de U12 au carré, de U21 au carré et de U22 au carré. En faisant cette application numérique, on trouve un déplacement total de 3,67 cm, ce qui correspond à un déplacement à une erreur relative quand on considère qu'un mode en comparaison du fait de considérer deux modes de l'ordre de 0,6%, ce qui est à nouveau extrêmement faible, et à nouveau, on a une très bonne représentativité du résultat en ne considérant qu'un seul mode. Voilà, bah écoutez, ça clôture cette nouvelle session d'exercice à distance. Veuillez m'excuser pour la faible qualité de la vidéo, mais on procède un peu avec les moyens du bord. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Voilà, bon courage à tous pendant votre confinement et on espère que vous allez bien.